Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi avec ce soir l'avocat Richard Malka. Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. Richard Malka, avocat bien sûr, avocat de toutes les libertés, notamment la liberté d'expression, mais aussi auteur de BD, scénariste de nombreuses BD, romancier, on va en parler dans un instant. C'est justement pour exercer votre liberté d'expression à vous que vous pratiquez tous ces genres en même temps ? Non, c'est pour raconter des histoires et puis j'aime bien brouiller un peu les lignes, ça ne me déplaît pas, donc voilà, mais c'est essentiellement pour partager mes rêves. Eh ben, on va essayer de partager vos rêves et puis de débrouiller un petit peu justement ces lignes et votre histoire. En tout cas, je vous garantis que ce soir, vous aurez toute liberté d'expression sur ce plateau. J'en doute pas. On va jeter un œil au sommaire de l'émission et on va s'installer. Allez-y, je vous suis. Notre premier dossier porte sur les stratégies vaccinales anti-Covid qui tournent à la compétition internationale. Le vaccin russe Sputnik pourrait être homologué prochainement en Europe et renforcer l'influence de Vladimir Poutine. La campagne bat son plein au Royaume-Uni et Boris Johnson y voit un succès du Brexit. Et pendant que l'Union européenne manque de doses, la France est le seul des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir trouvé son propre produit. Alors le vaccin est-il devenu une arme géopolitique dans les mains des grandes puissances ? Va-t-il contribuer à redistribuer les cartes diplomatiques sur la scène internationale ? Puis nous nous pencherons sur le projet de loi renforçant les principes républicains actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à lutter contre les séparatismes, et d'abord le séparatisme islamiste, notamment en limitant les influences étrangères sur le financement des associations cultuelles. Certains représentants religieux, musulmans, catholiques ou protestants, redoutent une mainmise accrue de l'État. Alors ce projet de loi réduit-il leur liberté ou conforte-t-il la laïcité pour assurer l'existence d'un islam de France dans la République ? Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec Marie Bonisseau qui nous dévoilera sa photo de la semaine. Eh bien, un sacré programme sur lequel nous allons nous pencher ensemble. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Renaud. Bonsoir Jean-Mathieu Bonsoir. Perrin. Bienvenue à vous aussi, notre couple préféré du samedi soir en quelque sorte. Bienvenue à tous les deux. Richard Malka, avocat bien sûr, et puis écrivain, auteur de ce roman, donc Le voleur d'amour, paru aux éditions Grasset, votre deuxième roman. Il y a aussi votre carrière donc, de scénariste de bande dessinée, plus d'une vingtaine de BD, 21 je crois, près de 800 000 exemplaires vendus au total. On vous souhaite le même succès avec ce deuxième roman. Mais justement, pourquoi est-ce que vous vous penchez maintenant, pourquoi est-ce que vous emparez maintenant du roman pourquoi cet imaginaire-là? Pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé à plonger comme ça dans l'imaginaire? Dans l'imaginaire, ça j'y suis depuis ma plus tendre enfance. Et c'est ce que je faisais déjà avec la bande dessinée. Après, il y a un moment, j'ai eu envie d'être seul aux manettes. Ce que vous n'êtes pas quand vous êtes scénariste aux bandes dessinées, parce qu'il faut composer avec l'imaginaire, un autre imaginaire, celui du dessinateur. Et puis j'avais fait un peu le tour, je m'étais confronté à tous les genres de la bande dessinée, donc j'avais besoin, c'est un peu ma nature, d'un nouveau défi, de me dépasser, de me confronter au roman, en ayant toujours pensé que j'en étais incapable. Et puis parce que si, finalement. Et puis si, parce que, mais là ça se recoupe avec ce roman, parce que j'ai rencontré ce sentiment amoureux qui permet d'ouvrir des portes à l'intérieur de soi et qui m'a permis d'écrire des romans, celui-là étant ce voleur d'amour qui aussi vous a fait voyager et fait voyager le lecteur dans le temps, dans l'espace, un roman en noir en quelque sorte. On va en parler dans un instant. Tout de suite, on va commencer par regarder votre portrait, Richard Malka. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet et il est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Richard Malka, ah ce sourire, montrez-le encore, d'où vient-il? Mystère, fatuité, béatitude, il vous a déjà valu une baigne. Vous avez 8 ans, votre maîtresse d'école prend votre visage illuminé pour de l'impertinence. Et paf, sa main s'abat sur votre joue, elle vous en cuit encore. C'est vrai, vous êtes agaçant. Liberté par-ci, liberté par-là, liberté d'être islamophobe, christianophobe, judéophobe, bouddhaphobe, liberté de s'envoyer en l'air entre adultes consentants, liberté d'être laïque, quoi qu'il en coûte. La question principale, c'est comment on en est arrivé là. S'il y a un enfant de 68, c'est vous, né en juin de cette année-là, à Paris. Fils d'un tailleur pour dames et d'une mère au foyer d'origine juive marocaine, 2 frères vous ont précédé. Vous grandissez à 5 dans 45 mètres carrés. Mais aux machines à coudre de papa, vous préférez la pâte à tarte de maman. Vous lisez de la science-fiction, Asimov et Van Vogt, une manière de nourrir votre imagination de futurs scénaristes de BD. Sinon, vous rêvassez. Vous verriez bien biologiste ou journaliste. Finalement, ce sera avocat. Ma vie d'avocat enrichit mes scénarios de bande dessinée. Et en même temps, le fait d'écrire des scénarios, ça a changé ma manière, y compris de plaider.
Été 92, Paris est désert, quand Wolinski, Cavana et Charb déboulent dans le cabinet d'avocats de Georges Kiechman, où vous êtes stagiaire. Ils veulent relancer Charlie. Top là, avec eux, vous prenez perpète. On est harcelé semaine après semaine, à chaque fois qu'on ose caricaturer un curé ou un prêtre ou une bonne sœur. Vous aimez la liberté ? Ils vont vous en servir. Vous aimez la rigolade ? Vous allez rigoler. Vous n'aimez pas le drame ? Hélas, il y en aura le 7 janvier 2015. Défendre Charlie, c'est parfois moins drôle que de le lire. Qui vous applaudit, qui vous reproche d'ignorer les identités blessées, pas simple. Alors, mon cher Richard, c'est quoi finalement le secret de ce sourire ? Un moyen de désarmer l'agressivité. Hasardez-vous. Dans ce cas, continuez. On va continuer, Richard Malka. Oui, Continuons. on a tous un petit peu changé à travers le temps, à travers les Légèrement. âges. Justement. On peut dire que j'étais daltonien à l'époque, parce que la veste verte... Ça vous allez très bien aussi, rassurez-vous. Votre personnage, Adrian Van Gogh, dans Le Voleur d'amour, lui aussi, il voyage à travers le temps, sacrément, mais à travers les siècles. C'est un roman noir, un roman sanglant aussi. Ce personnage, c'est une espèce de vampire qui, en fait, se nourrit des femmes qu'il aime, d'ailleurs. Et puis, on va de Venise à Constantinople, en passant par New York, Londres, encore une fois, à travers les siècles. Est-ce que ce roman bien particulier, c'est une forme de quête à la fois de voyage, d'espace, et puis un peu d'immortalité aussi qui vous travaille, et de ténèbres, bien sûr, parce que c'est aussi assez sombre. Je pense que quand on écrit un livre, c'est parce qu'on recherche une forme d'immortalité, tout écrivain. Après, oui, alors c'est sombre, il est très sombre, effectivement, mais moi je le vois aussi comme quelque chose de lumineux. Mais ça, c'est dû à l'histoire de ce livre que j'ai commencé en 2015, à un moment vraiment compliqué. Et j'ai pris... Vous l'avez commencé juste après l'attentat ? Je l'ai commencé, oui, quelques mois après l'attentat. Et j'avais des sentiments de douleur, de mauvaise passion à l'intérieur de moi, de la colère, de la haine, de la tristesse, bien sûr, de la rancœur. Et j'aime pas. Donc il fallait en faire quelque chose d'autre. Et je l'ai jeté sur ces pages-là. Et je trouve que, en tout cas pour moi, ça a été une manière de sublimer quelque chose en faisant ce qui est pour moi une belle histoire. Et j'espère pour d'autres aussi. Mais donc il y a une part de ténèbres et puis il y a aussi une part de lumière. Mais c'est comme dans Adrian, on ne déteste pas totalement, même si c'est un monstre. Oui, alors c'est un peu... moi, ça m'a beaucoup fait penser à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a de la douceur dans ce personnage, il y a de la tendresse, il y a un manque d'amour parfois. Et puis il y a de l'autre côté cette violence, cette agressivité, ce besoin en fait de rage, quelque part. Cette dualité, elle est à votre image aussi ? Oui, ça c'est certain, mais c'est pas. Je pense que c'est vrai pour chacun de nous. Enfin, je crois. Ou alors, je projette ce qui est en moi en pensant que c'est chez tout le monde. Mais oui, bien sûr, il y a plusieurs nous. C'est pas, vous n'êtes pas la même. Je suis pas le même quand je suis dans une salle d'audience où effectivement j'exprime ma violence, ou quand j'écris, ou avec la femme qu'on aime. C'est selon les circonstances de la vie, ça vous éclaire d'un jour particulier. Et ça éclaire une de vos personnalités, et ça la met en avant. Donc il y a tout ça, on est multiples. Moi, j'assume ça. Et je crois qu'il vaut mieux l'assumer que de le garder, ce qui peut créer de la frustration. Il faut trouver à l'exprimer, que ce soit en plaidant ou en écrivant. Les salles d'audience, justement, vous venez de les évoquer. Vous y avez passé une bonne partie de l'année 2020, évidemment, toute la deuxième moitié de l'année 2020, avec ce procès, le procès Charlie, une forme quasiment de confinement, d'ailleurs. Vous étiez dans ce qui était aussi une épreuve, évidemment, ce procès. Quelles leçons vous en tirez ? À quoi a-t-il servi, le procès Charlie ? Alors, sur le plan juridique, vous avez dit démonter une nébuleuse, des complicités sans lesquelles l'attentat n'aurait pas pu avoir lieu, en tout cas. Et puis, pour vous, personnellement, il vous a servi à faire le deuil de vos amis ? Non. C'est pas possible. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire de procès qui aide à faire le deuil. C'est-à-dire, quand on a perdu quelqu'un, on l'a perdu, et c'est pas un procès qui améliore les choses et qui atténue le chagrin. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Par contre, je l'ai vécu comme un hommage à ces personnes que l'on a pu évoquer une fois de plus, et puis un hommage à leurs idées, et ça c'était plus mon positionnement. J'ai eu l'impression qu'on faisait bouger un peu les lignes, que notre message, le leur,
passait un peu mieux, qu'on était mieux compris, que les choses avaient bougé. Et ça, c'est important. Et Charlie, effectivement, c'est un journal qui a toujours fait bouger les lignes, fait bouger les idées. De longue date, on a une archive à vous montrer, Richard Malka. Charlie, évidemment, déjà une longue histoire, Hélène. Oui, remontons aux origines. Charlie est né sur les cendres d'Harakiri en 1970, car l'hebdomadaire est interdit après un titre resté culte, Bal tragique à Colombey, un mort. Le professeur Choron et François Cavana le remplacent illico par Charlie Hebdo, mais faute de lecteurs et de sous, 10 ans plus tard, Charlie cesse de paraître. Le 23 décembre 1981, ses fondateurs sont sur Antenne 2 midi et ils sont en colère contre les cons. Charlie Hebdo est bon, on n'a jamais été aussi bon. Seulement voilà, c'est plus marrant de critiquer un gouvernement qui est au pouvoir, alors donc les gens qui achetaient des journaux de gauche autant que la droite est au pouvoir, achètent des journaux de droite. C'est bien des cons. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens de gauche en ont marre d'être contre et qu'ils ont envie d'être pour? Alors là, je ne rentre plus dans ce petit jeu-là, ça devient du happening, ça devient du marketing, ça devient tout ce qu'on n'a jamais été et qu'on ne veut pas être. Quand je dis aux lecteurs qu'ils crèvent, c'est un cri du cœur, c'est nous qui crevons. Mais ils ne nous auront plus. Tant pis pour eux. Quand on ne comprend pas pourquoi un journal ne se vend pas, on n'a plus qu'à crever. C'est ce qu'on fait, on crève. Bon, enfin, ce qu'il y a de drôle, tu vois, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi, tu vois. Prévu, ça. On ne savait pas qu'on faisait un grand journal si on n'était pas mort aujourd'hui. Ça c'est la révélation. On ne le savait pas. Il a fallu qu'on soit mort pour qu'on parle de nous. Charlie Hebdo va renaître en 92 avec votre aide, entre autres, Richard Malka. Mais en 2015, juste avant les attentats, le journal est encore une fois dans de grandes difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit à votre plaidoirie, Charlie est une idée, on ne peut plus la tuer? Je crois. Charlie est devenu un symbole. C'est probablement le titre de presse, un des titres de presse les plus connus au monde. Ça symbolise la liberté d'expression, la liberté de critique des religions en particulier. Je crois qu'on ne pourra plus jamais tuer ce journal-là. Il est dans l'histoire. Mais d'ailleurs, quand on parle de Charlie Hebdo, on parle souvent de censure. C'est souvent à côté. Est-ce qu'il y a eu une bagarre permanente? Mais oui. Aujourd'hui, le premier numéro de Charlie Hebdo après Harakiri, c'est contre la censure. C'est dans l'ADN de ce journal. Mais aujourd'hui, on parle davantage d'autocensure. C'est-à-dire que vous avez des artistes, des humoristes qui vont vous dire « je me censure avant d'écrire ». C'est-à-dire c'est comme si c'était intégré. Comment vous encore expliquez ça? l'autocensure? Mais ils n'ont plus le choix. Et ils n'ont plus le choix. Ils font tous ça. Les artistes n'ont jamais dit grand-chose sur rien. Mais en ce qui concerne, à part que la guerre c'est moche et que bien sûr, mais on voit certains c'est mal. Mais moi, je vais encore me faire des amis. Mais on voit certains humoristes, par exemple. Mais les humoristes, mais ils ont peur. Mais comment ne pas avoir peur? On est à l'époque du lynchage violent. Assez généralisé, quels que soient les thèmes. Quand j'ai écrit ce livre, moi aussi, il y a des passages où je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai le droit de parler de ça? Comme je le fais, c'est compliqué, on intègre la censure. Il faut se battre contre soi-même. Et on a vu récemment, ça ne concerne pas les artistes, mais une autre décision qui illustre aussi peut-être un climat, c'est le maire d'Olioul, une commune du Var, qui voulait rebaptiser le collège de la commune du nom de Samuel Paty, cet enseignant qui a été assassiné lors d'un attentat islamiste, c'était au mois d'octobre dernier. Et des enseignants et des parents d'élèves, 100% des enseignants, s'y sont opposés de peur de devenir des cibles. Ça veut dire qu'on ne peut plus user de ce droit merveilleux d'emmerder Dieu, comme vous disiez dans votre plaidoirie aussi? Ça veut dire que la peur a gagné, largement, que la peur s'est introduite en nous. Et ça a été très très vite. Il y a 10 ans, la décision n'aurait pas du tout été la même. Ça va très vite. Et quand la peur gagne, la démocratie ne survit jamais très longtemps. Reculer, c'est déjà perdant. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Il n'est pas trop tard? Je ne crois pas, parce que sinon, il n'y a plus d'espoir. Et s'il n'y a plus d'espoir, alors on arrête de se battre, et ce n'est pas mon cas. Bon, on va donc continuer. Et puis, on va aussi, Richard Malka, ce n'est pas très facile en ce moment, mais on va continuer aussi à voyager ensemble ce soir. Un petit test PCR. Et on embarque avec Gaël Legras, vous allez voir, qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait l'actualité au-delà de nos frontières. Ce soir, direction la Suède. Connaissez-vous Skogskygården à Stockholm? Eh bien, figurez-vous qu'à Skogskygården, un banal reportage du journal télévisé sur la pratique de la luge et du ski a provoqué une polémique immense dans toute la Suède. Enfin, un banal reportage, pas tant que ça en vérité.
Skogskyrkogården i södra Stockholm med sitt ikoniska granitkors, men också med bra glid. Låg begravd här eller till och med hade en anhörig här, tror jag, så skulle jag tycka att det var någonting glädjefullt. Oui, Skogskyrkogården est un cimetière. Près de 100 000 personnes y sont enterrées. La plupart des cercueils sont simplement recouverts par la pelouse. Les familles qui pratiquent la luge et le ski le font donc au-dessus des morts. Varför har ni valt den här platsen? Dels för att det inte är några bilar. Dels tycker jag att det är ett bra ställe att fira livet. Ces célébrations de la vie ont évidemment scandalisé de nombreux Suédois. Pour le quotidien Dagens Nyheter, c'est un signe de la décadence de la société. Le Göteborgs-Posten titre son article « Non, n'allez pas faire de la luge sur la tombe de mon père, j'y pleure ». Comme le rappelle Newsner, l'administration du cimetière a d'ailleurs mis en place une pancarte « Faites preuve de considération pour vos semblables qui sont ici pour se souvenir de leurs proches ». Un message martelé dans tous les médias par le responsable du site. Alltså då bryts dina tankar, din koncentration, din möjlighet att få vara för dig själv ett tag. Den bryts ju av naturligtvis stoj och stim. Malgré cela, de nombreuses familles continuent à pratiquer la luge au cimetière car, comme l'écrit le quotidien Expressen, Stockholm manque d'espace vert consacré aux jeux. Enfin, pour poursuivre ce débat très clivant, l'écrivaine Elisabeth Wall juge cruellement ses concitoyens. Selon elle, leur attitude révèle un rapport immature à la mort. Vous semblez paniqué par le chagrin et la perte, assène-t-elle, il faut faire place à ces sentiments même dans une grande ville. Bon, puisque les passions se déchaînent autour de Skogskyrkogården, il faut croire que Daniel Mendelssohn avait vu juste. Les tombes, les sites funéraires sont inutiles aux morts, mais signifient beaucoup pour les vivants. Et oui, Gaël Legrain, et rappelons-le, Boris Vian ajoutait « J'irai skier sur vos tombes », bien sûr. Merci Gaël Legrain. Nous allons à présent passer en revue l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons du renfort avec deux journalistes. Bonsoir Néla Latrousse. Bonsoir Renaud. Journaliste franco-algérienne à France Info. Bienvenue à vous. Et Richard Verly, journaliste suisse, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Et notre premier sujet d'actualité, Hélène, eh bien, c'est le vaccin anti-Covid qui devient en quelque sorte une arme géopolitique pour les grandes puissances. Oui, avec à peine 2,5% de sa population vaccinée, et puis face aux critiques qui montent, eh bien, l'Europe pourrait bien autoriser le vaccin russe, histoire d'accélérer un peu le tempo. Bon, alors le Spoutnik russe, tant moqué, serait en réalité bien plus efficace que ce qu'on croit. 91% assure la prestigieuse revue The Lancet. Tous les vaccins autorisés sont les bienvenus, s'est empressée de réagir Angela Merkel. En attendant, eh bien, les Russes qui frappent à nos portes, ça, on ne l'avait pas trop prévu. Richard Verly, c'est une grande victoire, ça, pour Poutine, alors qu'on connaît le contexte très tendu en ce moment, avec les Européens sur le cas Navalny. Alors, on n'y est pas encore, parce qu'il faut que le vaccin soit homologué, mais si c'est le cas, et si notamment l'Allemagne, Angela Merkel a ouvert la porte, commandait beaucoup de vaccins russes, il est évident que ça aurait un impact en Europe. Vous savez que traditionnellement, en ce moment, sur la Russie, les relations avec l'Allemagne sont extrêmement difficiles. Les diplomates allemands viennent de se faire expulser de Moscou liés à l'affaire Navalny. Donc ça permettrait à Poutine de faire un retour sur la scène européenne d'une manière assez inattendue sur la question sanitaire qui frappe les opinions énormément. Or, c'est ça qui intéresse le gouvernement russe. Et la trousse, c'est une arme dans la main de Vladimir Poutine qui va permettre d'ailleurs, qui va lui permettre de passer outre les difficultés politiques et puis notamment les menaces ou disons les frictions qu'il y avait avec l'Occident concernant en particulier Alexei Navalny. C'est clairement une arme et on voit que dans la distribution, au-delà même de l'Europe, les pays qui ont été privilégiés dans un premier temps sont les alliés russes, c'est-à-dire les pays avec lesquels la Russie échange déjà vend de l'armement, par exemple, ou vers lesquels elle exporte du blé. Je pense notamment à l'Algérie qui a reçu cette semaine 50 000 doses. 50 000 doses, c'est rien à l'échelle d'une population telle que la population algérienne, mais il y a une énorme communication russe autour de cela en disant bah oui, mais c'est 50 000 doses, mais on va faire aussi du transfert de technologie. On va vous apprendre à produire ce vaccin. Et ce qui se raconte côté français, notamment du côté des ministres qui assistent au Conseil de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron, c'est que le retard aussi pris en Europe, le fait que la Russie n'ait pas pour l'instant fourni l'intégralité de ses données à l'agence du médicament, l'agence européenne du médicament, ça vient de peut-être difficulté de production côté russe, ce qui en fait ferait que, en réalité, Vladimir Poutine est en train de jouer un formidable coup. Il dit à ces pays du tiers-monde à qui on a dit le vaccin sera un bien universel, eh bien moi je suis prêt à vous le mettre à disposition, je suis prêt à vous le faire produire, alors qu'en réalité c'est plus qu'il y a un problème de production côté Russie, qui explique aussi pourquoi ça n'avance pas trop côté Europe. Alors Richard Verly, c'est vrai qu'il y a un pays en ce moment, c'est en Grande-Bretagne, qui dit regardez, le succès de notre vaccination, c'est parce qu'on est en dehors de l'Europe. Hein, voilà, c'est comme ça. La Suisse
est en dehors de l'Europe aussi. Elle est dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Comment ça se passe, la vaccination, là-bas, justement? Alors, pour l'instant, la Suisse ne performe pas aussi bien en termes de personnes vaccinées que la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni s'y est pris plus tôt. Vous savez que tout repose sur ce fameux contrat que Londres a signé avec AstraZeneca avant l'Union européenne, et ce qui est l'objet d'ailleurs de beaucoup de litiges entre, d'une part, l'Union européenne, d'autre part, le Royaume-Uni. Non, je crois que de ce point de vue-là, la Suisse est à l'unisson de l'Union européenne. D'ailleurs, la plupart des contrats suisses décalent en quelque sorte les contrats de l'UE. Par contre, le mouvement existe en Suisse de dire, en fait, on a là la preuve que c'est mieux quand on y va seul auprès des laboratoires, parce que si on y était allé seul, eh bien évidemment, les pays les plus intelligents, les plus riches auraient été mieux servis. C'est quand même un petit peu la leçon, et ça doit faire réfléchir, parce que derrière l'habileté britannique, et ça on peut faire confiance aux Britanniques pour être habiles, il y a la règle du pays qui s'y prend le premier, qui va le plus vite, qui met le plus d'argent sur la table. Et ça veut dire que c'est une arme aujourd'hui, Richard Malka, le vaccin, c'est devenu une arme géopolitique, effectivement, qui permet d'ailleurs qui permet de dépasser des conflits politiques. On le voit, par exemple, dans la relation entre l'Occident et la Russie. Je pense que, clairement, le vaccin est devenu un élément de puissance. Et quand on n'en a pas... c'est un peu le cas des Français, rappelons-le. C'est le cas des Français. Ça s'interprète comme un déclassement. Et ça, c'est difficile à vivre pour un pays comme la France, qui est passé du statut de grande puissance au statut de moyenne puissance. Donc, et on cherche notre place, et là, on se rend compte qu'on est vraiment une moyenne puissance. Mais alors, il y a autre chose qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'il y a à peine un mois, tous les débats, c'était les Français ne veulent pas être vaccinés. Et puis, maintenant, à peine un mois plus tard, on en a accepté, y compris des vaccins russes et chinois, ce qui prouve une règle universelle, c'est que le manque crée le désir. Et ben voilà, il n'y a pas seulement les vaccins russes et chinois qui, effectivement, potentiellement vont bientôt être acceptés, y compris au sein de l'Union européenne. Il y a un autre vaccin qui pourrait nous donner l'occasion, pourquoi pas, d'aller faire la bamboche à Cuba, Jean-Mathieu Pernin. Oui, puisque la lutte contre le virus est-elle plus efficace avec de la salsa, hein. C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que Cuba veut produire son propre vaccin anti-Covid, et c'est même payé une page de publicité en musique à ce sujet sur la télé vénézuélienne pro-chaviste Télésour. Plage, Caraïbes, Morito et vaccin. Et vous, qu'en pensez-vous? Tout ça dans le même endroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts à cette offre? Allez, en tout cas, irez-vous à Cuba pour vous faire vacciner. Voilà, alors dans cette vidéo, l'homme que l'on voit là, c'est Vicente Vérez. Il est directeur de l'Institut Fenley de la Havane, qui est une véritable référence en matière de développement de vaccins. Et il parle de 4 vaccins qui seraient déjà développés. Son candidat le plus prometteur, c'est le Sobrerana doses. Alors, il promet 100 millions de doses d'ici 2021, mais 100 millions, c'est beaucoup trop pour les 11 millions de Cubains. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va les distribuer aux voyageurs qui se seraient égarés pendant leurs vacances à Cuba, et même, bien sûr, aux pays frères, que sont le Vietnam, l'Inde, le Venezuela et même l'Iran, puisque la République islamique a collaboré avec Cuba sur ce vaccin en proposant à 50 000 de ses concitoyens de tester ce vaccin. Alors l'île communiste est connue dans le monde entier pour ses performances médicales. Quoi de plus naturel qu'un vaccin prolétarien soit offert au monde en souffrance? Bon, en fait, il faut être un peu prudent là-dessus, parce que la phase 3 du vaccin, vous savez, celle qui doit confirmer son efficacité, doit être lancée en mars, soit le mois prévu par les autorités pour commencer à diffuser. C'est un peu problématique. De plus, ces annonces interviennent au moment où Cuba connaît un pic de contamination. Alors ce genre de clip mélange parasol et propagande, car la Havane souhaite à la fois retrouver des touristes, véritable moteur économique de l'île, et montrer son indépendance face aux vaccins américano-européens type Pfizer, BioNTech et Moderna. Donc une plage, un vaccin à Morito, c'est la nouvelle formule all-inclusive qu'on peut dire, qui pourrait convertir les plus sceptiques. Mais c'est vrai que Néla Latrousse, on peut se poser la question maintenant. Là, on a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, on voit Cuba, le Venezuela. C'est quoi, on est revenu à la guerre froide? Il y a une vraie diplomatie sanitaire de Cuba qui envoie depuis des années ses médecins, notamment en Afrique. Et ça s'est joué dès l'an dernier, puisque Cuba avait déjà envoyé l'an dernier des médecins en Afrique pour complémenter sur tout un tas de pays. Sur la diplomatie sanitaire, il y a eu celle aussi des masques. Moi, j'ai le souvenir l'an dernier des ambassadeurs chinois sur les tarmacs des aéroports dans plein de pays du continent en train de réceptionner les masques. Sur le côté guerre froide, est-ce qu'on revient un peu dans cette ambiance-là? C'est-à-dire qu'on voit très bien
bien cet axe dessiné? En fait, on n'en est jamais véritablement sorti parce que sur d'autres plans qu'on voyait moins, sur des contrats de blé, sur des contrats de matières premières, il y avait déjà ces tensions-là sur ce qu'on appelait avant les pays des non-alignés, notamment sur le territoire africain. La route de la soie lancée il y a quelques années par la Chine, bien avant le Covid, était déjà aussi un prémisse d'une nouvelle alliance qui était en train de se créer. On va justement passer à l'Est et même au Sud-Est ensemble. On va s'attaquer à l'actualité en images avec le Vu cette semaine. Le Vu cette semaine, il nous emmène en Birmanie parce que lundi, un coup d'État militaire a mis fin à la fragile transition démocratique du pays en arrêtant la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. Et après le choc, une forme de résistance passive s'organise peu à peu. La population se retrouve tous les soirs à 20h dans la rue ou sur les balcons pour taper sur des casseroles. Alors selon un mythe ancestral birman, cette cérémonie vise à chasser les démons, mais cette année, il s'agit plutôt de chasser les militaires. Et voilà, alors au-delà de ces protestations, est-ce que la communauté internationale peut prendre des sanctions vraiment efficaces contre les putschistes alors que la Birmanie semble presque désormais habituée aux coups de force, insensible à ces pressions? Richard Verly, vous qui connaissez bien ce pays, vous avez d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de votre carrière rencontré Aung San Suu Kyi. Oui, je crois que la Birmanie est un cas pour l'instant un peu désespéré pour les démocrates parce que l'armée y est enracinée à tous les niveaux de l'État. Il faut savoir que c'est un pays qui, depuis en gros 60 ans, est totalement gouverné par l'armée. La démocratisation, elle était très récente. Elle était menée par Aung San Suu Kyi depuis quelques années. Et encore, c'était une démocratisation avec compromission puisque l'armée était toujours au cœur de l'État, ce qui a rendu la prise du pouvoir si facile. Donc c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour une raison géopolitique. On y revient parce que vous avez comme principal voisin de la Birmanie la Chine. Et de l'autre côté, vous avez la Thaïlande, aujourd'hui gouvernée par un gouvernement très pro-militaire. Vous imaginez bien que ce genre de voisin n'a pas intérêt du tout à ce que la démocratie birmane fleurisse. Et donc, Aung San Suu Kyi se retrouve extrêmement isolée. Ce qui est frappant dans cette affaire des casseroles et de la résistance passive qui se met en place, c'est que sa popularité est absolument intacte. Donc, tout le défi des militaires, eux, ils ont un ennemi face à eux. Ils ont Aung San Suu Kyi qui incarne une foi nationaliste et démocrate birmane. Et ça va être très difficile à faire disparaître. Vous savez qu'Aung San Suu Kyi, en Europe, elle est vue, sa popularité a été beaucoup flétrie en raison de ce qui s'est passé avec les Rohingyas. Le traitement des Rohingyas. Absolument, les crimes commis contre les Rohingyas. Ce n'est pas du tout le cas en Birmanie. En Birmanie, elle continue d'avoir véritablement une image intacte. Donc, comment faire avec elle? Au fond, c'est ça le grand défi des militaires birmans aujourd'hui. Et Néla Latrousse, c'est la Chine qui a la clé dans la région? La Chine qui soutient la junte militaire? Clairement, en tout cas, ce n'est plus l'Occident. Et moi, je suis beaucoup moins experte de la Birmanie que Richard, mais j'y vois la faiblesse, au fond, de toutes ces dernières années des puissances occidentales. À chaque fois que les puissances occidentales ont essayé de chasser des despotes dans la foulée des printemps arabes, en réalité, à l'exception de la Libye et bien avant cela de l'Irak, mais alors pour d'autres raisons qui n'étaient pas forcément liées à un mode de gouvernance, à un autoritarisme, etc., depuis, les régimes autoritaires sont toujours en place. Et depuis, l'Occident compose avec des juntes militaires, que ce soit, on évoquait tout à l'heure le cas de l'Algérie, le Mali, l'Égypte. Donc en réalité, aujourd'hui, la junte militaire n'a presque rien à craindre en Birmanie tant qu'elle est protégée. On ne peut pas se débarrasser de l'armée, comme le dit Néla Latrousse, Richard Malka? Alors, d'abord, je parle sous le contrôle des experts. Il me semble que c'est un des derniers pays au monde à être dirigé par une junte militaire, ce qui est un totalitarisme très particulier. Ensuite, l'enseignement que j'en tire, c'est que quand un démocrate, quand la démocratie compose avec un totalitarisme, c'est toujours le démocrate qui perd. Et aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, elle revient à la case départ en résidence surveillée. Et puis, un troisième élément qui m'intéresse sur mes thèmes, c'est qu'en réalité, l'armée a instrumentalisé depuis de longues années la question religieuse, le bouddhisme. On a fait une religion très vindicative et en parvenant à ce que l'on sait avec les Rohingyas, des dizaines de milliers de morts, de viols et un exode de centaines de milliers de personnes. C'est ça, la religion instrumentalisée par le politique. Justement, on va en parler de la religion qui peut être instrumentalisée, en tout cas une certaine forme avec le deuxième dossier de la semaine, la deuxième actualité de la semaine. Et là, il s'agit du projet de loi confortant les principes républicains qui est en discussion à l'Assemblée nationale depuis le début de la semaine. Oui, un projet de loi qui prévoit de mieux contrôler les financements des cultes, qui prévoit aussi pour les associations un contrat d'engagement républicain sous condition de subvention, ou encore de mieux encadrer l'instruction à domicile. Le premier des séparatismes, c'est le séparatisme islamiste, a dit Gérald Darmanin. Alors, est-ce que cette loi, elle est nécessaire, Richard Malka? Est-ce qu'il faut réaffirmer cette séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, ou bien est-ce que, comme certains le dénoncent, elle est liberticide?
Je crois que cette loi, elle a 20 ans de retard. Mais enfin, vaut mieux tard que jamais. On a vu des choses absolument extraordinaires cette semaine. On a vu quand même M. Jean-Luc Mélenchon se transformer en plus grand défenseur des religions de France. Lui qui était censé être laïque et croire que la religion était l'opium du peuple, ce que je continue à penser, même si parfois l'opium peut être agréable, mais en tout cas à petite dose. Voilà. Et on voit M. Coquerel prendre les gens pour des imbéciles en faisant une comparaison entre le voile islamique et le voile des mariés. Alors prenons un peu de hauteur. Qui est un député insoumis. Voilà. Mais concrètement, dans le texte, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est indispensable à vos yeux? Qu'est-ce qu'on fait? Essayons de prendre un peu de hauteur. On ne peut pas ne pas voir les problèmes. Que dit cette loi? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas la critiquer, qu'il ne faut pas l'améliorer. J'ai moi-même été entendu par Mme Laetitia Avia sur la disposition, de La République En Marche. L'article qui pénalise. Sur la haine en ligne. Oui, et j'avais des réserves, y compris sur la formulation. Mais que dit cette loi? Est-ce qu'il ne faut pas combattre la polygamie, les mariages forcés, les écoles coraniques, les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à la mixité, l'antisémitisme, les atteintes à... il faut bien faire quelque chose. Ne pas voir les problèmes, c'est ne se donner aucune chance de les résoudre. Et qui en pâtit? L'ensemble de la communauté nationale et aussi la communauté musulmane. Défendre, il faut que ces personnes comprennent un jour que défendre l'islamisme, ce n'est pas défendre les musulmans. Le Conseil consultatif des droits de l'homme lui dit que c'est un texte qui ne va pas renforcer les principes républicains, mais au contraire les affaiblir, et parle d'un texte, on a oublié la mixité sociale, l'égalité des chances tant promise par Emmanuel Macron dans son discours d'octobre. Le CNCDH hurle à chaque fois que l'on essaie de faire quelque chose. Naïla Latrousse. Sur le volet qualité des chances, a priori, ça devrait avancer très très vite. Du côté de l'Élysée, on réfléchit à un déplacement dès la semaine prochaine pour annoncer tout un volet de mesures sur l'éducation. Ensuite, pour le reste... Sur le contenu actuel des textes, notamment vis-à-vis des associations cultuelles, il y a des inquiétudes qui sont exprimées par certaines religions sur le contrôle des associations culturelles ou sur la question du financement aussi. Est-ce que ces dispositions vous semblent utiles et efficaces? Le problème de la question du financement, par exemple, c'est que pour l'heure, le texte est pensé pour faire la transparence sur ces financements, mais ensuite, que se passe-t-il dès qu'on a la certitude que de l'argent provient du Qatar, des Émirats, de la Turquie? Ça semble un tout petit peu plus flou de ce côté-là, et du côté du ministère de l'Intérieur, on répond oui, mais au moins on saura d'où vient l'argent. Ensuite, pour le reste, pour moi, le principal danger de ce texte-là, c'est pas l'aspect liberticide, c'est que le discours des Mureaux et la volonté d'Emmanuel Macron, c'est au départ de lutter contre les séparatismes pour renforcer l'unité républicaine. Or, ce que l'on voit, par exemple, sur les associations cultuelles, c'est que ça crée des lignes de fracture entre un front religieux qui jusqu'ici était globalement plutôt uni entre les évêques de France, les églises catholiques, etc. Et c'est là-dessus, en fait, où aujourd'hui, moi, je vois des religions qui se tapent dessus, et c'est peut-être l'aspect qui m'inquiète le plus, c'est de dire, est-ce que ça va créer plus de fractures que d'unité? Mais après, sur le fond du texte, sur le juridique, et j'en finirai par ça, le ministère de l'Intérieur dit, ça a été un aveu de Gérald Darmanin en hémicycle. Mais ça fracture, vous l'avez dit, les religions, mais ça fracture aussi, Richard Verlier, au sein de l'islam, puisqu'on parle de charte des imams. Et pour l'instant, il y a 3 associations qui sont contre. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on en parle de cette charte des imams. On a l'impression que chaque gouvernement veut revenir dessus. C'est-à-dire que c'est impossible? Bien non, je ne crois pas. Moi, je trouve que sur la charte des imams qui a été adoptée, encore une fois, je regarde, j'essaye d'observer la France, je trouve que quand même les choses bougent. Bien évidemment, il y a ces 3 fédérations qui ont refusé de signer, dont 2, sauf erreur, contrôlées par la Turquie. Mais il faut quand même se féliciter des choses qui bougent dans le bon sens. Il y a quand même une prise de conscience maintenant au sein de l'islam de France. Vous voulez parler du président du CFCM notamment et du recteur de la Grande Mosquée de Paris? Absolument. Non, mais le fait que cette charte existe et qu'elle ait été signée par une majorité de ces fédérations. Donc ça, je trouve ça intéressant. Moi, ce qui m'inquiète toujours, ou plutôt ce qui m'interroge, c'est la capacité de mettre en œuvre et de contrôler. C'est-à-dire que quand on prend une loi comme ça, avec toutes ces dispositions sur le financement et autres, comment on va contrôler? Et si on contrôle in fine seulement sur le papier, c'est-à-dire sur un rapport qui arrive dans une préfecture et qu'un fonctionnaire regarde rapidement, est-ce qu'on a résolu le problème? Évidemment qu'on ne l'a pas résolu. Maître Malka connaît très bien. Il faut aller voir sur le terrain, voir ce que font ces associations. Qui va le faire? Comment on va le faire? L'application, en fait. Absolument. Et donc, il y a toujours ce risque qu'au fond, on crée une espèce de vérification bureaucratique d'un problème qui n'est pas bureaucratique, il est réel. Il y a des endroits où il faut véritablement que cesse une propagande, en l'occurrence islamiste dangereuse, mais peut-être demain d'une autre religion qui deviendrait tout aussi dangereuse par ses positions contre l'État. Alors il y a évidemment cette dimension-là, et puis il y a la question sociale qu'on a évoquée. Il y a justement
un des chefs de file de la gauche que vous citiez à l'instant, Richard Malka, qui s'est emparé de cet angle-là. Vous en parliez, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, pour qui il manque tout un volet dans ce texte. On l'écoute. Ne croyez pas que nous soyons naïfs au point de croire qu'il n'y a pas de séparatisme dans ce pays. Oui, il y a un séparatisme violent, agressif. C'est le séparatisme social, celui de ceux qui fuient le fisc en se réfugiant à l'étranger, celui de ceux qui organisent les constructions de logements de telle sorte qu'ils ne soient pas encombrés de ceux qui en ont le plus besoin. Quand la moitié des logements est en résidence privée fermée dans le 8e arrondissement de Marseille, permettez-moi de vous dire que j'appelle ça une forme de séparatisme. Naïla Latrousse, est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que le volet social est beaucoup trop absent de ce texte? Mais le texte n'avait pas vocation, en l'espèce, à mettre un volet social. C'était plus dans le discours d'Emmanuel Macron au bureau que vous étiez tout à l'heure, le discours du mois d'octobre. Effectivement, et dès le départ, la majorité expliquait que tout n'avait peut-être pas vocation à aller dans ce projet de loi et qu'il pouvait y avoir un volet sur l'égalité des chances qui serait d'ailleurs pas forcément via un projet de loi, qui peuvent être des mesures très concrètes, celles sur l'éducation notamment que j'évoquais, qui peuvent être annoncées la semaine prochaine. Donc ce volet social, sa nécessité, elle est reconnue, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, même si lui, il évoque plus sur les aspects fiscaux, etc. Mais le volet social, il est reconnu par un Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux, jusqu'à un Manuel Valls qui évoquait un apartheid social il y a quelques années. Un dernier mot, Richard Malka, là sur votre carrière d'avocat de Charlie, vous racontez que Charlie effectivement a été très souvent attaqué au fil de son histoire par les intégristes catholiques. Vous avez vu une foultitude de procès à la fameuse 17e chambre correctionnelle et qu'à ce moment-là, toute la gauche était unie derrière vous et pour soutenir Charlie Hebdo. Et lorsque ce sont des intégristes islamistes, des intégristes musulmans qui ont attaqué Charlie Hebdo, ça a changé à gauche? Ah oui, il y a eu toute une décennie où on n'avait affaire qu'à des associations catholiques intégristes. Et puis la décennie suivante, la décennie de 2000, c'était exactement les mêmes fondements juridiques, exactement les mêmes arguments, mais c'était des associations islamistes qui nous attaquaient. Et là, la perception a été complètement différente. C'est-à-dire que nous, on a continué à faire exactement la même chose, les mêmes dessins, la même défense juridique, mais autour de nous, la gêne, le malaise, on a commencé à le percevoir. Et effectivement, essentiellement à la gauche de la gauche. Et on retrouve aujourd'hui exactement la même chose dans le discours de M. Mélenchon qui refuse définitivement de voir le problème et quand on ne veut pas voir un problème, on parle d'un autre problème. C'est une rhétorique assez basique. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau ce soir. Richard Malka, vous restez avec nous, vous allez voir. On va maintenant retrouver quelqu'un qui, chaque semaine, éveille notre curiosité. C'est David Castello-Lopez. Il aime faire son intéressant, c'est même son principal passe-temps. Il se pose des questions toujours intéressantes, évidemment. Ce soir, pourquoi les gens crient souvent de la même façon dans les films? Eh oui. Pourquoi les gens crient souvent de la même façon dans les films? 2005, c'était une année riche en événements. Le pape Jean-Paul II est mort, la première vidéo YouTube du monde a été mise en ligne, et c'est aussi l'année de sortie d'un film que j'aime beaucoup, King Kong. À un moment dans ce film, on voit un troupeau de dinosaures courir très vite sur une falaise. L'un d'eux glisse et entraîne dans sa chute un personnage qui tombe en criant. Est-ce que vous avez bien entendu ce cri? Non? Alors je le remets. Quand on commence à faire attention, on remarque que ce cri est présent dans plein d'autres films. Les Aventuriers de l'Arche perdue, par exemple, en 1981. Mais aussi Batman, en 1989. Ou encore Toy Story. Ce cri, on l'appelle le cri de Wilhelm. Et en tout, il y a des centaines de films qui l'utilisent. Mais alors, d'où vient ce cri et pourquoi il est partout? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Intéressant. La première fois que ce cri a été utilisé, c'est dans les aventures du capitaine Wyatt en 1951. Il y a un personnage qui se fait manger par un crocodile, ce qui est douloureux, et du coup il crie. C'est probablement un acteur américain, Sheb Wooley, qui a enregistré ce cri en studio. Puis il a été intégré à la banque sonore de Warner Bros, le gros studio hollywoodien, qui a commencé à l'utiliser dans ses films à chaque fois que quelqu'un décédait de façon spectaculaire. Notamment dans ce film de 1953, où un soldat qui s'appelle Wilhelm crie de cette façon, d'où le nom. Parmi les quelques personnes qui ont remarqué que ce cri était partout, il y avait Ben Burtt, le designer sonore de Star Wars, qui l'a intégré au premier volet de la série. À partir de là, le cri de Wilhelm est devenu une sorte de clin d'œil entre ingénieurs du son, un gimmick destiné non pas au public, mais à la profession.
T'as vu, il a encore mis le... C'est marrant. Mais avec l'arrivée de l'internet, des petits malins ont mis en ligne des compilations de ce cri qui ont eu beaucoup de succès, et ce qui était un clin d'œil entre professionnels est devenu un cliché pour les spectateurs eux-mêmes. Résultat, comme on le voit sur ce graphique, les réalisateurs ont peu à peu cessé de l'utiliser. Alors aujourd'hui, comme l'ont déjà fait certains internautes avant moi, je propose un nouveau cri de Wilhelm. Le voici. Ce qui, en situation, donne... Franchement, moi je trouve ça pas mal. Intéressant. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. Merci David Castello-Lopez. Ah, c'est pas mal Marie Bonisso. Il est parfait. Bonsoir Marie, vous savez le faire aussi Bah, parfait. Voilà, comme chaque samedi, Marie, vous n'êtes pas venue les mains vides. Hein. Vous allez donc nous présenter votre photo de la semaine. Ce soir, avec vous, on part à Hong Kong où les autorités ont mis en place une stratégie, disons, radicale pour lutter contre la Covid. Bah oui, vous connaissez bien le confinement maintenant. Oui, je pense. Tu as dit quelque chose. Voici venue la technique du confinement en embuscade. Alors ça a été inventé donc à Hong Kong par les autorités le 23 janvier dernier pour lutter contre la 4e vague de l'épidémie qui touche le territoire en ce moment. Le principe est très simple, vous prenez un immeuble que vous soupçonnez d'être un cluster et vous le bouclez, plus personne ne rentre, plus personne ne sort jusqu'à ce que tout le monde se soit fait tester. Ceux qui refusent ont donc 500 € d'amende, ce qui donne donc ce genre de photo. Voilà, il y a une famille bloquée chez elle en attendant que tout le monde soit testé. Ça peut durer une nuit ou deux. Évidemment, personne n'est prévenu à l'avance, c'est une surprise. Regardez, il y a une vidéo d'un bouclage d'un immeuble. Vous voyez, hop, il court avec le ruban. Et voilà, on ferme la zone. Évidemment, qui dit embuscade dit pris au piège. On a vu dans la presse à Hong Kong des gens bloqués chez leur coiffeur, par exemple. Ce monsieur que vous pouvez voir sur la photo qui avait la teinture à moitié faite, qui lui attend. Voilà, la nuit était bloquée. Jamais chez coiffeur. C'est pas n'importe quel quartier qui sont ciblés par cette stratégie. Hong Kong, je le rappelle, est une des villes les plus inégalitaires au monde. Les autorités ciblent la banlieue de Hong Kong, extrêmement pauvre, surpeuplée. Il y a une crise du logement qui est telle que les 200 000 habitants les plus pauvres d'Hong Kong vivent dans moins de 5 mètres carrés par personne. Voilà, donc rien de tel pour propager un virus. Sauf que les résultats de cette stratégie sont finalement assez limités. Il y a une dizaine de confinements surprises qui ont été faits depuis le 23 janvier. Il y en a au moins 7 qui n'ont rien donné. Il n'y a eu que des résultats négatifs. Ce qui fait dire à certaines critiques, c'est quand même beaucoup de stress pour rien. Les médias locaux publient même des guides en ce moment pour que les gens aient des indices, arrivent à comprendre les indices pour savoir si leur maison va être ou non confinée dans la nuit prochaine. Il n'empêche, les autorités de Hong Kong disent qu'elles vont continuer jusque vendredi prochain, qui est, comme vous le savez peut-être, le nouvel an chinois et qui, à chaque fois, occasionne des arrivées et des départs. Eh ben, merci Marie. Attention à vous. Oui, on va faire attention. Faites attention quand vous voyez voilà, des barrières s'étendre devant vous d'un seul coup. Merci à tous, mes amis. Et puis, entre deux confinements, puis même pendant les confinements, il faut lire, bien sûr. Les librairies ne désemplissent pas. Et il faut lire Le Voleur d'amour, Richard Malka, chez Grasset. Voilà, quand on aime l'amour, bien sûr, puis aussi les ténèbres, le voyage, bref, le rêve. Merci Richard Malka d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, une soirée histoire que l'on va passer avec le roi Henri VIII d'Angleterre, un monarque, disons, un rien querelleur. Lundi à 20h05, c'est la Queen Elisabeth Quint que vous retrouverez. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et tiens, Richard Malka, on va se quitter en musique avec un petit clin d'œil, un petit coucou à un ami, à l'ami Charb, évidemment, les Pogs, Dirty Old Town. Tchuss. I'm at my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. Dirty old town.